Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, je tiens à remercier les habitués d'être de retour sur ma chaîne, de retour sur une de mes nouvelles vidéos. Thank you. Et si tu passes par là et que mon contenu te plaît, tout ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, comme vous le savez, mais que les nouveaux ne savent pas, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé aux moins de 12 ans. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Candyman, aka l'homme qui a gâché, ruiné Halloween, ou comme je le dirais, l'empoisonneur d'Halloween. Alors, qui est le Candyman? On veut tous savoir, je suis sûre que vous voulez savoir. Alors, le Candyman est tout simplement Donald Clark O'Brien et il est né le 19 octobre 1944 et il est décédé le 31 mars 1984. Alors, à l'époque où cette histoire s'est déroulée, Donald vivait au Pasadena dans le Texas avec sa femme et ses deux enfants. Il avait un fils et une fille. Alors cette histoire a débuté le 31 octobre 1974 qui était jour de l'une de mes fêtes préférées. Enfin c'est pas l'une, c'est ma fête favorite de l'année. On parle bien d'Halloween. Alors comme vous le savez certainement, aux États-Unis c'est une énorme fête, c'est limite un truc traditionnel, c'est-à-dire que c'est le seul moment de l'année où les enfants, les adultes se déguisent et font la fête chacun selon leur tranche d'âge. C'est aussi pour les enfants le seul moment de l'année où ils jouent au jeu du un bonbon ou un sort et ils passent de maison en maison collecter des sucreries qu'ils dégustent plus tard, qu'ils partagent avec leurs frères, qu'ils échangent même. Donc voilà, c'est l'esprit d'Halloween, c'est une sorte d'avant célébration des morts en quelque sorte, des esprits, etc. Alors ce jour-là, Donald s'est porté volontaire pour emmener ses deux enfants ainsi que deux autres enfants de leurs voisins pour faire le tour du quartier afin de collecter des bonbons. Le truc c'est que la première maison qu'ils vont visiter était une maison vide. Donc ils ont sonné, personne n'a répondu, les lumières étaient éteintes. Bon, les enfants n'avaient aucun intérêt à s'attarder à cet endroit-là. Donc ils vont commencer à marcher plus vite afin de collecter les bonbons dans les maisons suivantes parce que évidemment je pense qu'ils marchaient dans la rue et ils voyaient d'autres enfants en train de compter leurs bonbons. Donc évidemment ils commençaient à marcher beaucoup plus vite et c'est le moment que Donald a choisi pour tâter du pas. Dude, t'es censé surveiller 4 gosses en fait. Donc plus tard, il va rattraper les enfants tout simplement et va leur donner des bonbons que soi-disant un passant lui aurait donné en fait. Et il va en donner un à chaque enfant. Et le cinquième, il va le donner à un enfant de son église qu'il a reconnu et il se dit bon tiens, un bonbon. Donc après ça, ils vont continuer leur collecte jusqu'à l'heure où ils étaient censés rentrer chez eux. Donc il va ramener les deux enfants des voisins chez eux et il rentre à la maison avec ses deux enfants. Et ce soir-là, parmi tous les enfants, il n'y a que son fils Timothée qui a voulu déguster quelques bonbons de sa collecte ce soir-là avant d'aller se coucher. Et du coup, ayant obtenu l'accord de ses parents, il a commencé à choisir les bonbons qu'il voulait déguster. Et le tout premier bonbon qu'il a choisi, c'était tout simplement le bonbon que son père leur avait ramené, du coup, et qu'il leur avait distribué. Alors ce bonbon-là, ça avait la réputation d'être une sorte de farine, de bonbons farineuses en quelque sorte. Donc tu ouvrais le truc et tu dégustais en fait le bonbon qui coulait en fait sur ta langue et puis c'était génial, tous les enfants adoraient ça. Donc c'est le tout premier bonbon qu'il a choisi. Le problème c'est que il a pas réussi à ouvrir en fait le sachet du bonbon, c'était vraiment bizarre. Il a pas réussi à l'ouvrir au point où c'est son père qui l'a aidé à ouvrir le bonbon. Suite à ça, il a mangé le bonbon et là tout de suite, il a dit à son père que c'était amer. Sachant que les enfants avaient déjà goûté ce bonbon-là et ça avait une sorte de goût de sucré acide. Pourquoi c'est amer? Tu ne te poses pas de questions. Bon, bref, donc
Pour essayer en fait d'enlever le goût amer de la bouche de son enfant, il lui a donné du lait aromatisé. Mais quelques instants plus tard, le petit garçon va commencer à se tordre de douleur à l'estomac et il va se mettre à vomir. Donc son père va commencer à l'aider, à le porter du coup sur les toilettes pour l'aider à vomir, et il va commencer à vomir, à convulser, au point où il va perdre connaissance dans les bras de son père. Puis moins de quelques heures, limite moins d'1-2 heures plus tard, le temps que l'ambulance arrive le chercher, Timothée est tout simplement décédé pendant le trajet vers l'hôpital. Donc un décès pareil d'un enfant d'à peine 10-12 ans, c'est assez bizarre en fait. Donc il va y avoir une autopsie qui était assez rapide, c'était très rapide pour moi pour l'époque, et l'autopsie va déterminer que Timothée était décédé suite à un empoisonnement au cyanure. Donc là, les policiers vont se dire il y a un problème en fait. Ils vont interroger son père sur le contexte qui a conduit à l'état de Timothée, c'est-à-dire à ce qu'il convulse, vomisse, perde connaissance avant de décéder, et c'est là que son père va leur dire que c'était juste après avoir ingéré ce fameux bonbon. Donc Donald a raconté aux officiers le contexte dans lequel il a eu les bonbons et qu'il a donné aux enfants. Donc là, les policiers, ils vont courir chez les parents, ils vont déjà courir chez lui pour aller récupérer le bonbon de la sœur de Timothée. En fait, ils se sont distribués, il y en a qui sont partis chez les voisins qui avaient confié leurs enfants à Donald pour récupérer ces bonbons-là. Donc là, ils ont récupéré 3 bonbons. Donc Timothée en avait mangé 1. Il reste le 5e bonbon qu'il avait donné à l'enfant de l'église qu'il connaissait. Là, ils arrivent chez les parents, ils leur demandent où est le bonbon et commencent à chercher le bonbon. Le bonbon n'était pas dans le seau dans lequel il y avait tous les bonbons. Alors là, les parents, ils étaient en PLS, ils savaient plus quoi faire. La mère, elle monte en courant et là, elle retrouve son fils endormi dans son lit, le bonbon serré contre lui, après plusieurs tentatives d'ouverture du sachet. Du coup, il n'a tout simplement pas réussi et il s'est endormi avec le sachet dans sa main. Donc, ayant récupéré tous les bonbons, ils ont analysé les bonbons. Alors là encore, c'était rapidos, j'ai jamais vu ça. Pour l'époque, je vous rappelle, on était en 1970. Bon, il y avait déjà la technologie, mais c'était pas non plus le délire d'aujourd'hui. Donc, ils ont fait les analyses assez rapides. Et là, les pathologistes vont déterminer que chaque sachet de bonbons contenait assez de cyanure pour tuer entre 2 et 3 adultes. Et là, les policiers, ils se retournent vers Donald et lui demandent des explications. C'est toi qui as ramené les bonbons aux enfants. Tu l'as eu où, les bonbons? Donc au début, Donald va dire aux officiers qu'il ne se rappelle tout simplement plus dans quelle maison il a eu les fameux bonbons, avant d'être confronté à la déclaration des autres parents qui disaient que aucune maison qu'ils avaient visitée dans le quartier n'avait distribué ce type de bonbons. Et là, les officiers vont se dire, si tu ne te rappelles pas dans quelle maison, nous on va te ramener faire le tour du quartier, le tour du pâté de maison que vous avez fait ce jour-là, et tu vas nous indiquer la maison dans laquelle tu as reçu ce bonbon-là. Et là, ils font le tour du quartier jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la première maison qu'ils ont visitée qui était fermée. Et là, ils leur indiquent la maison. Les officiers lui demandent, t'es sûr? Il dit oui. Donc les officiers, ils font des recherches, ils se rendent compte que c'est une telle personne qui possède la maison, blablabla. Ils font une enquête rapide, ça a duré 1-2 heures. Et ils identifient la personne, ils le convoquent. Et le monsieur dit, attendez, je comprends pas là. Il y avait personne chez moi, je travaillais et en fait c'était un employé de l'aéroport et il a travaillé ce jour-là jusqu'à 23h. Donc à 23h tous les enfants avaient déjà fini un bonbon ou un sort. Donc déjà il finissait à 23h, le temps qu'il rentre chez lui, c'était impossible qu'il ait été chez lui pour donner des bonbons. Alors que Donald avait déclaré que c'est au moment où ils étaient partis que la personne qui était dans la maison l'a rappelé pour venir chercher les bonbons pour les enfants. Et il n'a pas vu le visage de la personne, mais il a juste vu la main de la personne, et la personne avait une main poilue. Et le monsieur il dit, mais en fait, je vis seul, il y a personne chez moi, en fait. Personne. Donc là, les policiers se disent, il se passe quoi là? Là, clairement, il se passe quoi? Et c'est à ce moment précis qu'ils se sont mis à soupçonner Donald. Mais quand je dis le soupçonner, c'était pas non plus le soupçonner en mode, il a fait quelque chose, machin truc. Mais il se disait tout simplement que il cachait quelque chose, peut-être qu'il essayait de protéger quelqu'un, il ne disait pas la vérité, mais en fait, il s'attendait pas à ce qu'ils vont découvrir.
Mais pas du tout. Donc ils se sont mis à faire des recherches sur Donald et c'est là qu'ils vont se rendre compte que vraiment quelques semaines, déjà quelques mois avant le décès de Timothée, Donald avait pris des assurances vie au nom de ses enfants. Ensuite, quelques semaines, voire quelques jours avant le décès de Timothée, il avait augmenté le prix de la police de l'assurance et il a fait ça même contre en fait la vie des assureurs. Ils étaient en mode mais c'est des enfants en fait. Pourquoi? On comprend pas. Et il avait même une clause dans chaque contrat d'assurance qu'il avait pris au nom de ses enfants, disant que si chaque enfant mourait, donc les assurances qu'il avait prises c'était aux alentours de 20 000 $, et si chaque enfant décédait, il allait avoir 40 000 $. Et c'est là que les officiers vont commencer à se dire, on va fouiner encore un peu plus, et ils vont se rendre compte que Donald était endetté à hauteur de 100 000 $ de l'époque, c'est-à-dire 550 000 $ d'aujourd'hui. Il était au bord du gouffre, vraiment. Sa maison était sur le point d'être saisie, tout simplement. Sa voiture, tout ce qu'il possédait, vraiment, tout, il était au bord du gouffre. Et ils vont également se rendre compte que en 10 ans, Donald avait eu 21 emplois. Il était incapable de garder un emploi et en plus son dernier emploi, ils étaient pratiquement en train de le poursuivre en justice pour vol. Alors en plus de ça, les officiers vont tout simplement découvrir que quelques jours avant le décès de Timothée, Donald s'était tourné vers un scientifique qu'il connaissait pour essayer de se procurer du cyanure, mais il a été déçu tout simplement parce que ce scientifique, il ne lui restait que 5 grammes. Donc les officiers se sont dit, s'il a déjà essayé de se procurer du cyanure, c'est que il a fini par s'en procurer, en fait, tout simplement. Et tous ses collègues, à l'unanimité à l'époque, vont raconter que, genre, depuis 1, 2, 3 mois avant le décès de son fils, toutes les conversations de Donald tournaient autour du cyanure. Les policiers vont donc conclure que son but, c'était tout simplement de tuer ses 2 enfants, collecter l'argent des assurances vie pour payer ses dettes, tout simplement, et repartir à zéro. Et l'enquête va également prouver que sa femme n'était tout simplement pas au courant, elle n'était pas au courant déjà des assurances vie qu'il avait pris au nom de leurs enfants et elle était encore moins au courant que Donald cherchait à se procurer du cyanure. Elle n'était au courant de rien. T'es là, t'as des enfants avec quelqu'un et il planifie tout ça dans ton dos, des enfants que tu as portés 9 mois, que tu as souffert pour avoir, et il planifie de tuer tes gosses, Et au cas où vous vous demandiez pourquoi il a donné aussi du cyanure aux autres enfants, c'était juste pour couvrir son cul, tout simplement. Comme ça, il pouvait dire que c'est quelqu'un qui leur a donné le bonbon et que tous les enfants ont mangé, et les enfants sont tous décédés. C'était pour couvrir le fait qu'il voulait tuer ses enfants pour collecter l'argent des assurances vie. Non mais c'est tellement tordu, déjà de vouloir tuer tes propres enfants, mais en plus de vouloir tuer 3 autres enfants qui ne sont pas à toi. C'est tellement tordu, faut être quelqu'un de pas net dans sa tête pour planifier un truc pareil. Donc vous vous rappelez, l'enquête a débuté le 31 octobre 1974 après le décès de Timothée, et le 5 novembre 1974, Donald était déjà arrêté. Ah oui, je vous dis, l'enquête, j'ai jamais vu ça. C'était trop rapide pour l'époque. Il a été arrêté tout simplement et il a été inculpé d'un premier chef d'accusation de meurtre capital, d'un meurtre au premier degré et de 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Néanmoins, Donald fera tout pour essayer de maintenir son innocence. C'est ainsi que le 3 juin 1975, il faudra 46 minutes au jury pour déclarer Donald coupable de tous les chefs d'accusation et il leur faudra 71 minutes précisément pour le condamner à la peine de mort, précisément une mort par électrocution. Plus tard, la femme de Donald va tout simplement demander le divorce, elle va divorcer et elle se remariera effectivement plus tard, et son nouveau mari a fini par adopter sa fille, c'est-à-dire la sœur de Timothée. Donc après son procès, en attendant son exécution, Donald a été envoyé dans une prison où était détenu les condamnés à mort, et apparemment dans cette prison personne ne l'aimait, que ce soit les gardes, les co-détenus,
Tout le monde, personne ne l'aimait, personne ne pouvait le supporter. C'était limite, frère, range-toi en fait dans un placard, sinon tu vas très vite y passer avant ton exécution en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, que ce soit dans toutes les prisons dans le monde, à partir du moment où tu touches un enfant, bon courage. Et en fait, les gens le détestaient tellement, les co-détenus le détestaient tellement, au point où le jour de son exécution, ils avaient prévu de faire une sorte de mi-manifestation, mi-fête pour célébrer son décès en quelque sorte. Et donc après 4 reports, oui, il y en a eu 4 reports de sa date d'exécution parce que son avocat cherchait à gagner du temps. Bah tout simplement, il voulait faire appel, montrer que c'est tellement cruel d'exécuter quelqu'un, oh my god, il fallait qu'on ait pitié de son âme, like... Comme si lui, il avait eu pitié de l'âme de son fils, comme s'il avait eu pitié de l'âme des 4 autres enfants qu'il allait tuer en plus, hein? Non mais sérieusement, là, on parle de quelqu'un qui a empoisonné son fils pour de l'argent, quand même. Et qui était prêt à empoisonner sa propre fille pour de l'argent. Et à empoisonner 3 autres gosses gratuitement comme ça. Et tu veux qu'on ait pitié de son âme? Mais va te faire F en fait, mon gars. Mais vraiment. Donc après 4 reports, oui, j'ai été choquée quand j'ai appris ça. Il a finalement été exécuté le 31 mars 1984. Et il a eu une chance. Une seule chance, c'est que les exécutions étaient passées à l'époque de l'électrocution, du coup auquel il avait été condamné à la mort par injection létale. Donc c'est finalement ce qu'il a eu. Il n'a pas été électrocuté, il est décédé par injection létale. Et son dernier repas, c'était un repas digne de Thanksgiving. Franchement, je peux pas tout retenir. Je suis désolée. Donc je vais vous lire son dernier repas. Pas tout, hein. Bref, un petit résumé. Donc, il a mangé un steak. Quand je dis steak, c'est pas un steak haché. Un steak, il a demandé un T-bone. Voilà, t'es précis, hein. Il a mangé des frites avec du ketchup. Avec ça, il a mangé du maïs en grains. Une salade de tomates, de laitue bien dressée avec des œufs. De l'ice tea, il a bu de l'ice tea. Il a mangé une tarte à la crème, du pain, etc. Donc c'était les trucs les plus importants que je vous ai cités. Et ses dernières paroles étaient: ce qui va se passer dans quelques instants est une erreur. Cependant, en tant qu'être humain, nous commettons des erreurs et des erreurs. Cette exécution est l'une de ces erreurs, mais cela ne signifie pas que tout notre système judiciaire est mauvais. Par conséquent, je pardonnerai à tous ceux qui ont participé de quelque manière que ce soit à ma mort, aussi à toute personne que j'ai offensée de quelque manière que ce soit au cours de mes 39 années de vie. Je prie et demande votre pardon, tout comme je pardonne à quiconque m'a offensé de quelque manière que ce soit. Et je prie et demande le pardon de Dieu pour nous tous respectivement en tant qu'être humain. À mes proches, j'étends mon amour éternel. À mes proches, sachez dans vos cœurs que je vous aime tous et toutes. Que Dieu vous bénisse tous et que les meilleures bénédictions de Dieu soient toujours vôtres. Ronald C. O'Brien. PS, pendant mon séjour ici, j'ai été bien traité par tous. On n'a pas eu la même version là. Tu as été bien traité par tous dans ta tête en fait. On n'a pas eu la même version mon gars. Non, on n'a pas eu la même version du tout. Donc il est décédé le 31 mars 1984, peu après minuit. Et apparemment, à l'extérieur de la prison, il y avait une sorte de manifestation slash fête pour célébrer son décès. Et les gens étaient contents, et ils faisaient la fête et tout. Surtout quand ils ont appris qu'il est décédé, alors là c'était pop 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 pop. Et en fait apparemment, ils étaient autour de 300. Et sans faire exprès, pendant son exécution, il y a l'une des personnes présentes qui a crié « Treat or trick ». Genre un moment ou un sort. Je sais vraiment pas comment le prendre. Soit c'est une moquerie envers Donald, mais en fait cette moquerie je le prends un peu mal pour l'enfant qui est décédé en fait dans ce contexte un bonbon ou un sort. Mais parce que je trouve vraiment que c'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit. Après il n'a pas fait exprès en fait de le dire au moment où il était en train de se faire exécuter. Mais en tout cas je trouve que c'était assez maladroit. Même si ça peut être dans un autre sens drôle pour certains, pour moi c'était un peu maladroit, vraiment. Donc, après son exécution, Donald a été enterré dans le cimetière de Forest Park East. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.